Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Philippe, professeur de la section Psychologie sociale et personnalité. Aujourd'hui, on vient vous présenter notre section au département de psychologie. Mais ça, je pense que vous saviez déjà qu'on était au département de psychologie, par exemple. Si vous aviez à observer ce qu'on fait dans nos bureaux toute la journée, ça aurait l'air à peu près de ça. Non, malheureusement, tu peux pas faire un travail pour augmenter ta note à l'examen. Non, c'est pas possible, malheureusement, non. C'est quoi la note que tu as eue? F, puis tu voudrais montrer ça à E. Tu sais que ça donne rien de faire ça, hein? Juste l'observer, ça serait donc un petit peu plate. C'est pour ça qu'au lieu de vous le montrer, je vais vous l'expliquer. La psychologie sociale, c'était à l'origine le comportement des individus avec d'autres individus. Donc, les premières recherches de cet ordre-là ont porté notamment sur pourquoi un individu pris isolément peut avoir bien du bon sens, mais si on le met dans un groupe, il commence à suivre un peu ce que tout le monde fait, même si c'est niaiseux, comme briser des choses lors d'une manifestation, ou agir violemment sur d'autres personnes. Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? Ou obéir de façon aveugle à quelqu'un, comme à un scientifique qui vous ordonne de donner des chocs à une autre personne. Ensuite, on s'est rendu compte que les individus dans un groupe pouvaient se mobiliser à agir d'une certaine façon, mais aussi qu'ils pouvaient se mettre à dévaloriser, voire attaquer d'autres groupes à partir de leur identité de groupe personnel. De là est née la psychologie intergroupe et son intérêt pour la culture et les normes sociales. Ensuite, des chercheurs se sont demandé si à travers ces groupes-là, il n'y aurait pas des différences individuelles importantes. Peut-être des individus plus influençables par les groupes, puis des individus moins influençables. Ou peut-être avec des caractéristiques distinctes, comme des individus un peu plus empathiques envers les autres de façon générale. Ce qui ferait en sorte peut-être qu'il y aurait moins tendance à donner des chocs à quelqu'un, même si quelqu'un les y oblige. Alors de là est née la psychologie de la personnalité. Mais la personnalité, là, c'est pas juste des traits de personnalité, c'est aussi des motivations qui diffèrent, des buts, des valeurs, des objectifs de vie. C'est aussi des histoires de vie, des événements de vie. C'est tout ça, la personnalité. Au final, on dit que la psychologie de la personnalité s'intéresse aux différences individuelles non cliniques. Par exemple, on peut étudier comment certains types de motivation, d'événements de vie ou d'intégration à une culture d'accueil par des immigrants, ça peut contribuer à devenir plus déprimé, par exemple, à prédire la dépression. Mais la différence avec la psychologie clinique, c'est qu'on n'étudiera pas ces facteurs-là dans des populations cliniques directement, comme une population de déprimés ou une population avec un trouble de personnalité. Okay? Notre focus va toujours demeurer sur des populations générales.